Littérature audio a le plaisir de vous présenter une comédie en 4 actes de Maurice Leblanc et Francis de Croisset, d'après les romans de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Les personnages: le duc de Charmerace, Guerchard, inspecteur principal de la sûreté, Gournay Martin, le juge d'instruction, Charolais père, Bernard Charolais son fils, Boursin, Dieuzy et Bonnevent, agents de la sûreté, le commissaire, Firmin, garde-chasse, Jean, chauffeur, un agent de police, le concierge, deuxième fils Charolais, troisième fils Charolais, Alfred, domestique, le serrurier, le greffier, Germaine, fille de Gournay-Martin, Sonia, demoiselle de compagnie, Victoire, la concierge, Jeanne et Marie, amies de Germaine, Irma, femme de chambre. Acte premier. Grand hall du château. Scène 1. Sonia, puis Germaine, Alfred, Jeanne, Marie. Sonia est seule. Elle fait des adresses. Dehors, jouant au tennis, Germaine et ses 2 amis. On entend leurs cris. 30, 40, play. Monsieur Gournay-Martin a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Germaine avec le duc de Charmerace. Avec le duc de Charmerace. Sonia! 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 Mademoiselle? Le thé! Commandez le thé! Bien, mademoiselle. Le thé. Pour combien de personnes, mademoiselle? Pour 4, à moins que... Est-ce que monsieur Gournay-Martin est rentré? Oh non, mademoiselle. Il est allé déjeuner à Rennes avec l'auto. 50 kilomètres. Monsieur ne sera pas ici avant une bonne heure. Et monsieur le duc, il n'est pas rentré de sa promenade à cheval? Non, mademoiselle. Tout est emballé? Vous partez tous aujourd'hui? Oui, mademoiselle. Monsieur Gournay-Martin a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Germaine avec le duc de Charmerace. Germaine entre vite, sa raquette à la main. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous n'écrivez pas? Si. Marie entre presque aussitôt. Ce sont des lettres de faire-part, tout ça? Oui, et nous n'en sommes qu'à la lettre V. Princesse de Vernon, duchesse de Vauvineuse, marquis et marquise. Ma chère, vous avez invité tout le faubourg Saint-Germain. Vous ne connaîtrez pas beaucoup de monde à votre mariage. Je vous demande pardon, mes petites. Madame de Relzières, la cousine de mon fiancé, a donné un thé l'autre jour, dans son château. Elle m'a présenté la moitié de Paris, du Paris que je suis appelée à connaître, et que vous verrez chez moi. Mais nous ne serons plus dignes d'être vos amis quand vous serez la duchesse de Charmerace. Oh, pourquoi? Sonia, surtout n'oubliez pas Vaux-l'Église, 33 rue de l'Université. 33 rue de l'Université. Vaux-l'Église, A-U? Comment? Duchesse de Vaux-l'Église, V-A-U? Non, avec un E. Comme Vaux. Ma chère, c'est une plaisanterie bien bourgeoise. Attendez, ne fermez pas l'enveloppe. Je me demande si Vaux-l'Église mérite une croix, une double croix ou une triple croix. Comment? Oui, la croix simple signifie l'invitation à l'église. Double croix, invitation au mariage et au lunch. Et triple croix, invitation au mariage, au lunch et à la soirée de contrat. Votre avis?
Mon Dieu, je n'ai pas l'honneur de connaître cette grande dame. Moi non plus. Moi non plus. Mais j'ai là le carnet de visite de feu la duchesse de Charmerace, la mère de Jacques. Les deux duchesses étaient en relation. De plus, la duchesse de Vaux-l'Église est une personne un peu rosse, mais fort admirée pour sa piété. Elle communie 3 fois par semaine. Alors mettez-lui 3 croix. À votre place, ma chérie, avant de faire des gaffes, je demanderai conseil à votre fiancé. Il connaît ce monde-là, lui. Ah là là, mon fiancé, ça lui est bien égal. Ce qu'il a changé depuis 7 ans. Feuillette son carnet. Il ne prenait rien au sérieux, alors. Tenez, il y a 7 ans, s'il est parti pour faire une expédition au pôle Sud, c'était uniquement par snobisme. Enfin quoi, un vrai duc. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est pédant. Le monde l'agace. Et il a un air grave. Il est gai comme un pinson. Il est gai quand il se moque des gens, mais à part ça, il est grave. Votre père doit être ravi de ce changement. Oh, naturellement. Papa s'appellera toujours Monsieur Gournay-Martin. Non, quand je pense que papa déjeune aujourd'hui à Rennes avec le ministre dans le seul but de faire décorer Jacques... Eh bien, la Légion d'honneur, c'est beau cela. Ma pauvre petite, c'est beau rue du Sentier, mais ça ne va pas avec un duc. Tiens, cette statuette, pourquoi est-elle ici? En effet, quand nous sommes entrés, elle était là, à sa place habituelle. Le domestique entre avec le thé. Alfred, vous êtes venu dans le salon pendant que nous étions dehors? Non, mademoiselle. Mais quelqu'un est entré? Je n'ai entendu personne. J'étais dans l'office. C'est curieux. Alfred, on n'a pas encore téléphoné de Paris? Pas encore, mademoiselle. Il sort. Sonia sert le thé aux jeunes filles. On n'a pas encore téléphoné. C'est très embêtant. Ça prouve qu'on ne m'a pas envoyé de cadeau aujourd'hui. C'est dimanche. Les magasins ne font pas de livraison ce jour-là. Le beau duc ne vient pas goûter? Mais si, je l'attends à 4h30. Il a dû sortir à cheval avec les 2 frères Dubuis. Les Dubuis viennent goûter aussi. Il est sorti à cheval avec les Dubuis? Quand ça? Mais cet après-midi. Ah non. Mon frère est allé après déjeuner chez Dubuis pour aller voir André et Georges. Ils étaient sortis depuis ce matin en voiture, et ils ne devaient rentrer que tard dans la soirée. Tiens, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Irma entrant. On est là de Paris, mademoiselle. Oh, chic, c'est le concierge. C'est Victoire, la femme de charge. Allô? C'est vous, Victoire? Ah, on a envoyé quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Un coupe-papier. Oh, encore. Et l'autre? Un encrier Louis XVI. Oh, encore. Oh là là. De qui? Oh, comtesse de Rudolph et baron de Valérie. Oh, oui, et c'est tout? Non, c'est vrai? Oh, Sonia, un collier de perles. Il est gros? Et les perles sont grosses? Oh, mais c'était pas tant. Qui a envoyé ça? Oh, oui, un ami de papa. Enfin, c'est un collier de perles. Fermez bien les portes, n'est-ce pas? Et serrez-le dans l'armoire secrète. Oui. Merci, ma bonne Victoire. À demain. C'est inouï. Les relations de papa me font des cadeaux merveilleux et tous les gens chics m'envoient des coupes-papier. Il est vrai que Jacques est au-dessous de tout. C'est à peine si, dans le faubourg, on sait que nous sommes fiancés. Il ne fait aucune réclame. Oh, vous plaisantez, mais c'est que c'est vrai. Sa cousine, madame de Relzières, me le disait encore l'autre jour. Au thé qu'elle a donné en mon honneur. N'est-ce pas, Sonia? Elle en a plein la bouche de son thé. À propos de madame de Relzières, vous savez qu'elle est au sans coup? Son fils se bat aujourd'hui. Avec qui? On ne sait pas, mais elle a surpris une lettre des témoins. Oh, je suis tranquille pour Elzière. Il est de première force à l'épée. Il est imbattable. Il était intime avec votre fiancé autrefois. Oh, intime. C'est même par Elzière que nous avons connu Jacques. Où ça? Dans ce château? Chez lui alors? Oui. Est-ce drôle, la vie?
Et si quelques mois après la mort de son père, Jacques ne s'était pas trouvé dans la dèche et obligé pour les frais de son expédition au pôle Sud de bazarder ce château, si papa et moi nous n'avions pas eu envie d'avoir un château historique, et enfin, si papa n'avait pas souffert de rhumatisme, je ne m'appellerais pas dans un mois la duchesse de Charmerace. Quel rapport ont les rhumatismes de votre père? Un rapport direct. Papa craignait que ce château ne fût humide. Pour prouver à papa qu'il n'avait rien à craindre, Jacques, en grand seigneur, lui a offert l'hospitalité, ici, à Charmerace, pendant 3 semaines. Par miracle, papa s'y est guéri de ses rhumatismes. Jacques est tombé amoureux de moi, papa s'est décidé à acheter le château, et moi j'ai demandé la main de Jacques. Mais vous aviez 16 ans? Oui, 16 ans. Et Jacques partait pour le pôle Sud. Alors, comme papa trouvait que j'étais beaucoup trop jeune pour me marier, j'ai promis à Jacques d'attendre son retour. Seulement, entre nous, si j'avais su qu'il devait rester si longtemps au pôle Sud... C'est vrai, partir pour 3 ans et rester 7 ans là-bas. Toute votre belle jeunesse. Merci. Dame, vous avez 23 ans. C'est d'ailleurs la fleur de l'âge. 23 ans, à peu près. Enfin, j'ai eu tous les malheurs. Le duc est tombé malade. On l'a soigné à Montevideo. Une fois bien portant, comme personne n'est plus entêté que lui, il a voulu reprendre son expédition. Il est reparti pour 2 ans. Et, brusquement, plus de nouvelles. Plus aucune nouvelle. Vous savez que pendant 6 mois, nous l'avons cru mort. Mort? Mais vous avez dû être très malheureuse. Oh, ne m'en parlez pas. Je n'osais plus mettre une robe claire. C'est un rien. Heureusement, un beau jour, les lettres ont réapparu. Il y a 3 mois, un télégramme a annoncé son retour. Et, enfin, depuis 2 mois, le duc est revenu. Le duc? C'est égal. Attendre un fiancé pendant près de 7 ans, quelle fidélité! L'influence du château? Comment? Dame, posséder le château de Charmerace et s'appeler mademoiselle Gournay-Martin, ce n'est pas la peine. N'empêche que d'impatience, mademoiselle Germaine, pendant ces 7 ans, a failli se fiancer avec un autre. Qui n'était que baron. Sonia se retourne. Comment? C'est vrai, mademoiselle? Vous ne saviez pas, mademoiselle Sonia? Mais oui, avec le cousin du duc, précisément, monsieur de Relzières. Baronne de Relzières, c'était moins bien. Ah! Mais, étant le cousin et le seul héritier du duc, Relzières aurait relevé le titre et les armes, et j'aurais été tout de même duchesse, mes petites. Évidemment, c'était l'important. Sur ce, je me sauve, ma chérie. Déjà. Oui, nous avons promis à la vicomtesse de Grosjean de lui faire un bout de visite. Vous connaissez la vicomtesse de Grosjean? Oh, de nom. Papa a connu son mari à la bourse, quand il s'appelait encore simplement Grosjean. Papa, lui, a préféré garder son nom intact. Jeanne sortant à Marie. Intact, c'est une façon de parler. Alors, à Paris, vous partez toujours demain? Oui, demain. À Paris, n'est-ce pas? Oui, à Paris. Alfred entre. Mademoiselle, il y a là 2 messieurs. Ils ont insisté pour voir mademoiselle. Ah, oui, messieurs Dubuis. Je ne sais pas, mademoiselle. Un monsieur d'un certain âge et un plus jeune. C'est cela même, mademoiselle. Faites entrer. Mademoiselle n'a pas d'ordre pour Victoire ou pour les concierges de Paris? Non. Vous partez tout à l'heure. Oui, mademoiselle, tous les domestiques, par le train de 7 heures. Et il est bien de ce pays-ci. On n'est rendu à Paris qu'à 9 heures du matin. Tout est emballé? Tout. La charrette a déjà conduit tous les gros bagages à la gare. Ces messieurs et ces demoiselles n'auront plus à se préoccuper que de leurs valises. Parfait. Faites entrer messieurs Dubuis. Quoi? Un des carreaux de l'abeille a été enlevé juste à la hauteur de l'espagnolette. On croirait qu'il a été coupé. Tiens, oui, juste à la hauteur de l'espagnolette. Est-ce que vous vous en étiez aperçu? Non, mais il doit y avoir des morceaux par terre et... Mademoiselle, 2 messieurs. Ah, bonjour, messieurs Dub... Hein? Elle aperçoit devant elle
Charolais et son fils. Un silence embarrassé. Pardon, messieurs, mais qui êtes-vous? Scène 2. Les mêmes. Charolais père, Charolais premier fils. Monsieur Charolais, ancien brasseur, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire à Rennes. Mon fils, un jeune ingénieur. Le fils salue. Nous venons de déjeuner ici, à côté, à la ferme de Kerlor. Nous sommes arrivés de Rennes ce matin. Nous sommes venus tout exprès. Faut-il leur servir du thé? Non, par exemple. Vous désirez, messieurs? Nous avons demandé monsieur votre père. On nous a dit qu'il n'y avait que mademoiselle sa fille. Nous n'avons pas résisté au plaisir. Tous deux s'assoient. Germaine et Sonia se regardent interloqués. Quel beau château, papa. Oui, petit, c'est un beau château. C'est un bien beau château, mesdemoiselles. Pardon, messieurs, mais que désirez-vous? Voilà. Nous avons vu dans l'éclaireur de Rennes que monsieur Gournay-Martin veut se défaire d'une automobile. Mon fils me dit toujours, « Papa, je voudrais une auto qui bouffe les côtes. » Comme qui dirait une 60 chevaux. Nous avons une 60 chevaux, mais elle n'est pas à vendre. Mon père s'en est même servi aujourd'hui. C'est peut-être l'auto que nous avons vue dans les communs. Ah non, celle-là est une 30-40. Elle est à moi. Mais si monsieur, votre fils, comme vous dites, aime bouffer les côtes, nous avons une 100 chevaux dont mon père désire se défaire. Tenez, Sonia, la photographie doit être là. Toutes deux cherchent sur la table. Pendant ce temps, Charolais fils s'est emparé d'une petite statuette. Lâche ça, imbécile! Germaine se retourne et tend la photo. Ah, la voilà. Une 100 chevaux. Eh bien, nous pouvons discuter cela. Quel serait votre dernier prix? Je ne m'occupe pas du tout de ces questions-là, monsieur. Revenez tout à l'heure. Mon père sera rentré de Rennes. Vous vous arrangerez avec lui. Ah, alors nous reviendrons tout à l'heure. Mesdemoiselles, mes civilités. Ils sortent avec des saluts profonds. Eh bien, en voilà des types. Enfin, s'ils achètent la 100 chevaux, papa sera rudement content. C'est drôle que Jacques ne soit pas encore là. Il m'a dit qu'il serait ici entre 4h30 et 5h. Les Dubuis ne sont pas venus non plus, mais il n'est pas encore 5 heures. Oui, au fait. Les Dubuis ne sont pas venus non plus. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Complétez toujours la liste des adresses en attendant. C'est presque fini. Presque n'est pas tout à fait. 5h moins 5. Jacques en retard? Ça sera la première fois. Sonia, tout en écrivant. Le duc a peut-être poussé jusqu'au château de Relvière pour voir son cousin. Bien qu'au fond, je ne crois pas que le duc aime beaucoup monsieur de Relvière. Ils ont l'air de se détester. Ah, vous l'avez remarqué. Maintenant, du côté de Jacques, il est si indifférent. Pourtant, il y a 3 jours, quand nous avons été voir les Relzières, j'ai surpris Paul et le duc qui se querellaient. Vrai? Oui, ils se sont même quittés très drôlement. Mais ils se sont donné la main? Tiens, non. Non. Mais alors? Alors quoi? Le duel de monsieur de Relvière. Vous croyez? Je ne sais pas, mais ce que vous me dites, l'attitude du duc ce matin, cette promenade en voiture. Mais oui, c'est très possible. C'est même certain. C'est horrible. Pensez-vous, mademoiselle, s'il arrivait quelque chose, si votre fiancé... Ainsi, ce serait pour moi que le duc se battrait. Et avec un adversaire de première force, vous l'avez dit, imbattable. Oh, Elle s'est dirigée vers la terrasse. que faire? Et l'on ne peut rien. Ah, mademoiselle, Quoi? un cavalier, là-bas. Germaine accourt. Oui, il galope. C'est lui. Oh, vous croyez? J'en suis sûre, c'est lui. Oh, il arrive juste pour le thé. Il sait que je n'aime pas attendre. 5h moins 1 minute. Il m'a dit, à 5h tapant, je serai là. Et il sera là. Impossible, mademoiselle. Il faut qu'il fasse tout le tour du parc. Il n'y a pas de route directe. La rivière est là. Pourtant, il vient en droite ligne. Non, non, ce n'est pas possible. Il traverse la pelouse. Oh, tenez, il va sauter. Regardez-le, Sonia. Mais c'est affreux. Bravo, ça y est, il a sauté. Oh, bravo, Jacques. C'est un cheval de 7000 francs. Vite, une tasse de thé.
Il était admirable en sautant. Oh, un duc! Voyez-vous! Oh, vous étiez là quand il m'a donné son dernier cadeau, ce pendentif entouré de perles. Sonia regarde le pendentif dans son écrin. Oui, merveilleux. Si c'est pour moi, beaucoup de thé, très peu de crème et 3 morceaux de sucre. 5 heures, ça va bien. Scène 3. Germaine, Sonia, le duc. Vous vous êtes battu? Ah, vous saviez? Pourquoi vous êtes-vous battu? Vous n'êtes pas blessé, monsieur le duc? Oh, Sonia, je vous en prie, les adresses. Et c'est pour moi? Ça vous ferait plaisir que ce fût pour vous? Oui, mais ce n'est pas vrai, c'est pour une femme. Si ça avait été pour une femme, ça n'aurait pu être que pour vous. Évidemment, ça ne pouvait pas être pour Sonia, ni pour ma femme de chambre. Mais peut-on savoir le motif? Oh, un motif puéril. J'étais de méchante humeur et Relzière m'avait dit un mot désagréable. Alors, mon cher, si ce n'était pas pour moi, ce n'était vraiment pas la peine. Oui, mais si j'avais été tué, on aurait dit « Le duc de Charmerace a été tué pour mademoiselle Gournay-Martin ». Ça aurait eu beaucoup d'allure. N'allez pas recommencer à m'agacer. Non, non. Et Relzière, est-ce qu'il est blessé? 6 mois de lit. Mon Dieu! Ça lui fera beaucoup de bien. Il a une entérite, et pour l'entérite, le repos, c'est excellent. Ah, nom d'un chien, ce sont des invitations, tout ça. Ça n'est que la lettre V. Et il y en a 25 dans l'alphabet. Mais vous allez inviter la terre entière. Il faudra faire agrandir la Madeleine. Ce sera un mariage très bien. On s'écrasera. Il y aura sûrement des accidents. À votre place, j'en organiserai. Mademoiselle Sonia, voulez-vous être un ange? Jouez-moi un peu de cric. Je vous ai entendu hier. Personne ne joue du cric comme vous. Pardon, mon cher, mais mademoiselle Kritchnoff a travaillé. 5 minutes d'arrêt. Quelques notes, je vous en prie. Soit. Mais j'ai une chose très importante à vous dire. Tiens, au fait, moi aussi. J'ai là le dernier cliché que j'ai pris de vous et de mademoiselle Sonia. Germaine hausse les épaules. Avec vos robes claires en plein soleil, vous avez l'air de 2 grandes fleurs. Et vous trouvez que c'est important? C'est important, comme tout ce qui est puéril. Tenez, admirez. Oh, affreux! Nous faisons des grimaces épouvantables. Vous faites des grimaces, mais elles ne sont pas épouvantables. Mademoiselle Sonia, je vous fais juge. Les figures, je ne dis pas, mais les silhouettes. Regardez le mouvement de votre écharpe. Mon cher. C'est vrai, la chose importante. Victoire a téléphoné de Paris. Ah ah! Nous avons reçu un encrier Louis XVI et un coupe-papier. Bravo, Et un collier de perles. bravo. Je vous dis un collier de perles, vous dites bravo. Je vous dis un coupe-papier, vous dites bravo. Vous n'avez vraiment pas le sentiment des nuances. Pardon, ce collier de perles est d'un ami de votre père, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Mais l'encrier Louis XVI et le coupe-papier doivent être extrêmement gratins. Oui? Eh bien? Eh bien alors, ma petite Germaine, de quoi vous plaignez-vous? Ça rétablit l'équilibre, on ne peut pas tout avoir. Oh, vous vous fichez de moi. Je vous trouve adorable. Jacques, vous m'agacez. Je finirai par vous prendre en grippe. Attendez que nous soyons mariés. À Sonia qui regarde un portrait. Vous regardez ce Clouet. Il a du caractère, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. C'est un de vos ancêtres, n'est-ce pas? Naturellement. Tout ça, c'est des portraits d'ancêtres. Il n'y a ici que des Charmerace, et papa a tenu à ce qu'on ne déplace aucun des portraits de cette salle. Aucun, sauf le mien. Oui, à la place de cette tapisserie, il y avait un portrait de moi jadis. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est une blague, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur le duc. Vous n'êtes pas au courant? Nous vous avons écrit tous les détails et envoyé tous les journaux. Il y a 3 ans de cela. Vous n'avez donc rien reçu. Il y a 3 ans, j'étais perdu dans les terres polaires. Mais c'est tout un drame, mon cher. Tout Paris en a parlé. On l'a volé, votre portrait. Volé? Qui ça? Tenez, vous allez comprendre. Elle écarte la tapisserie. Elle voit écrit à la craie le nom d'Arsène Lupin. Que dites-vous de cet autographe? Arsène Lupin. Il a laissé sa signature. Il paraît que c'est ce qu'il fait toujours. Ah,
Qui ça? Mais Arsène Lupin! Je pense que vous savez qui est Arsène Lupin. Ma foi, non. Mais on n'est pas au pôle Sud à ce point-là. Vous ne savez pas qui est Lupin? Le plus fantaisiste, le plus audacieux, le plus génial des filous. Depuis 10 ans, il met la police aux abois. C'est le seul bandit qui ait pu dépister notre grand policier Guerchard. Enfin quoi, notre voleur national. Vous ne le connaissez pas. Pas même assez pour l'inviter au restaurant. Comment est-il? Comment est-il? Personne n'en sait rien. Il a 1000 déguisements. Il a dîné 2 soirs de suite à l'ambassade d'Angleterre. Si personne ne le connaît, comment l'a-t-on su? Parce que le second soir, vers 10 heures, on s'est aperçu qu'un des convives avait disparu, et, avec lui, tous les bijoux de l'ambassadrice. Hein? Lupin a laissé sa carte avec ces simples mots. Ce n'est pas un vol, c'est une restitution. Vous nous avez bien pris la collection Wallace. C'est une blague, n'est-ce pas? Non, monsieur le duc. Et il a fait mieux. Vous vous souvenez de l'affaire de la banque d'Arrois, l'épargne des petits? Le financier qui avait triplé sa fortune au détriment d'un tas de pauvres diables. 2000 personnes ruinées. Parfaitement. Eh bien, Lupin a dévalisé l'hôtel de Darrois et lui a pris tout ce qu'il avait en caisse. Et il n'a pas gardé un sou de l'argent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a distribué à tous les pauvres diables que Darrois avait ruinés. Mais c'est un grand philanthrope que votre Lupin. Oh, pas toujours. Exemple, l'histoire arrivait à papa. Ce vol-là n'est pas digne de votre héros, mon portrait n'avait aucune valeur. Aussi, si vous croyez qu'il s'en est contenté, toutes les collections de papa ont été pillées. Les collections de votre père, mais elles sont mieux gardées qu'au Louvre. Votre père y tient comme à la prunelle de ses yeux. Justement, il y tenait trop. C'est pourquoi Lupin a réussi. Il avait donc des complices dans la place. Oui, un complice. Qui ça? Papa. Hein? Je ne comprends plus du tout. Vous allez voir. Un matin, papa reçoit une lettre. Attendez. Sonia, dans le secrétaire, le dossier Lupin. Je vous l'apporte. Vous avez un dossier Lupin? Naturellement, une affaire pareille. Nous avons tout gardé. Sonia a tiré du secrétaire un carton chemise et en a sorti une enveloppe. Voici l'enveloppe. Monsieur Gournay-Martin, collectionneur, en son château de Charmeras, Ille-et-Vilaine. Germaine remet l'enveloppe au duc. L'écriture est curieuse. Lisez la lettre. Lisez à haute voix. Monsieur, excusez-moi de vous écrire sans que nous ayons été présentés, mais je me flatte que vous me connaissez au moins de nom. Il y a dans la galerie qui réunit vos 2 salons un murillo d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre Van Dyck. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, la tapisserie de Beauvais, le guéridon Empire, la pendule signée Boulle et divers objets sans grande importance. Je tiens surtout à ce diadème que vous avez acheté à la vente de la marquise de la Ferronneille et qui fut porté naguère par la malheureuse marquise de Lamballe. Ce diadème a pour moi un grand intérêt. D'abord les souvenirs charmants et tragiques qu'il évoque pour un poète épris d'histoire. Ensuite, mais est-ce la peine de parler de ces choses-là, sa valeur intrinsèque. J'estime en effet que les pierres de votre diadème valent au bas mot 500 000 francs. Au moins. Je vous prie, monsieur, de faire emballer convenablement ces divers objets et de les expédier en mon nom, port payé en gare des Batignolles avant 8 jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et ré, je vous prie, monsieur, l'expression de mon entier dévouement, signé Arsène Lupin. C'est drôle, j'avoue que c'est drôle. Et votre père n'a pas ri? Ri? Si vous aviez vu sa tête! Il a pris cela au tragique. Pas au point d'expédier les objets en gare des Batignolles, j'espère. Non, mais au point de s'affoler. Et comme nous avions lu dans un journal de Rennes que Guerchard, le célèbre policier, le seul adversaire vraiment digne d'Arsène Lupin, se trouvait dans cette ville, papa nous y entraîne. En 10 minutes, on tombe d'accord. La nuit du 27 arrive. Guerchard, avec 2 inspecteurs de confiance, s'installe dans ce hall où se trouvaient alors les collections. La nuit se passe très tranquille. Rien d'insolite.
Pas un seul bruit. Dès l'aurore, nous nous précipitons. Eh bien, Eh bien, c'était fait. quoi? Tout Tout! Comment tout? Les tableaux? enlevé. Les tapisseries? Plus de tapisserie. Et le diadème? Oh, non, il était au Crédit Lyonnais, celui-là. C'est sans doute pour se dédommager qu'il a pris votre portrait, car Lupin n'avait pas annoncé ce vol-là dans sa lettre. Mais voyons, c'est invraisemblable. Il avait donc hypnotisé Guerchard ou lui avait fait respirer du chloroforme? Guerchard? Mais ça n'avait jamais été Guerchard. Comment? C'était un faux Guerchard. C'était Lupin. Alors ça vraiment, ce n'est pas mal. Quand il a appris cette histoire, qu'a fait le vrai Guerchard? Il en a fait une maladie. Et c'est depuis ce temps-là qu'il a voué à Lupin une haine mortelle. Et l'on n'a jamais pu remettre la main sur le faux Guerchard? Jamais. Pas l'ombre d'une trace. Nous n'avons de lui qu'une lettre et cet autographe. Elle désigne la signature de Lupin derrière la tapisserie écartée. Fichtre, c'est un habile homme. Très habile. Et quand il serait dans le voisinage, cela ne me surprendrait qu'à moitié. Oh, Ah, je plaisante, mais on a changé des objets de place ici. Tenez, cette statuette. Et on ne sait pas qui. Et de plus, on a cassé ce carreau, juste à la hauteur de l'espagnolette. tiens. Firmin entre. Mademoiselle reçoit? Oh, Firmin, c'est vous qui êtes à l'antichambre. Dame, faut bain, mademoiselle. Tous les domestiques sont partis pour Paris. La visite peut-elle pénétrer? Pénétrez, Firmin, vous êtes épatant. Qui est-ce? 2 messieurs. Ils ont dit qu'ils avaient prévenu. 2 messieurs? Qui ça? Ah, je n'ai pas la mémoire des noms. C'est commode. Ce n'est pas les 2 Charolais, au moins. Ça ne doit pas être ça. Enfin, faites entrer. Firmin sort. Charolais. Ah oui, figurez-vous que tout à l'heure, on nous a annoncé 2 messieurs. J'ai cru que c'était Georges et André Dubuis. Oui, ils nous avaient promis de venir prendre le thé tout à l'heure. Je dis à Alfred de les introduire, et nous avons vu surgir... Elle se retourne et voit Charolais et son fils. Oh! Scène 4. Les mêmes Charolais et ses 3 fils. Mademoiselle, mes civilités. Il salue. Le fils salue également et démasque un 3e individu. Tiens, il y en a un de plus. Mon second fils, établi pharmacien. Le second fils salue. Non, monsieur, je suis désolé. Mon père n'est pas encore rentré. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de mal. Il s'installe. Il ne rentrera peut-être que dans 1 heure. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh, il n'y a pas de mal. Maintenant, en attendant, si monsieur est de la famille, on pourrait peut-être discuter avec lui le dernier prix de l'automobile. Je regrette, ça ne me regarde en aucune façon. Firmin entre. Il s'efface devant un nouveau visiteur. Si monsieur veut pénétrer par ici... Comment? Te voilà? Je t'avais dit d'attendre à la grille du parc. Je voulais voir l'auto aussi. Mon 3e fils. Je le destine au barreau. Bernard salue. Ah, ça? Mais combien sont-ils? Monsieur vient d'arriver, mademoiselle. Ah, eh bien, tant mieux. Si vous voulez me suivre, messieurs, vous allez pouvoir parler à mon père tout de suite. Pendant ce temps, Charolais et ses fils se sont levés. Bernard est resté debout près de la table. Germaine sort, suivie par Charolais et ses 2 fils. Bernard, qui paraît admirer le salon, empoche 2 objets qui sont sur la table et va pour sortir. Non, pardon, jeune homme. Quoi? Vous avez pris un porte-cigarette. Moi? Mais non. Le duc empoigne le bras du jeune homme et fouille dans la casquette qu'il tient à la main. Il en sort le porte-cigarette. C'est... Par mes gardes. Il veut sortir. Hum. Le duc le retient. Il sort un écrin de la poche intérieure de Bernard. Et ça, c'est par mégarde aussi? Mon Dieu, le pendentif. Pardonnez-moi. Oh, je vous en supplie, ne me trahissez pas. Vous êtes un petit misérable. Je ne recommencerai plus jamais. Par pitié. Si mon père savait. Par pitié. Soit pour cette fois. Allez au diable. Il le pousse vers la porte. Merci. Merci, merci.
Scène 5. Sonia, le duc. C'est en effet là qu'il ira, ce petit. Il ira loin. Ce pendentif, c'eût été dommage. Il le pose sur le chiffonnier. Non, non, vous avez bien fait de pardonner. Qu'avez-vous donc? Vous êtes toute pâle. Ça m'a bouleversée. Ce malheureux enfant. Vous le plaignez? Oui, c'est affreux. Il avait des yeux si terrifiés et si jeunes. Et puis, être pris là, en volant, sur le fait. Oh, c'est odieux. Voyons, voyons, que vous êtes impressionnable. Oui, c'est bête. Seulement, vous avez remarqué ces yeux traqués? Vous avez eu pitié, n'est-ce pas? Vous êtes très bon, au fond. Pourquoi au fond? Je dis au fond, parce que votre apparence est ironique et votre abord si froid. Mais souvent, c'est le masque de ceux qui ont le plus souffert. Et ce sont les plus indulgents. Oui. Parce que, quand on souffre, n'est-ce pas, alors on comprend. Enfin, on comprend. Vous souffrez donc bien ici? Moi? Pourquoi? Votre sourire est désolé, vous avez des yeux inquiets et peureux. Vous êtes comme un petit enfant qu'on voudrait protéger. Il s'avance de 2 pas vers Sonia et lentement, doucement. Vous êtes toute seule dans la vie? Oui. Et vos parents, vos amis? Oh! Vous n'en avez pas ici à Paris, mais chez vous en Russie? Non, personne. Ah! Mais ça ne fait rien. J'ai été habituée si jeune. Si jeune. Ce qui est dur, mais vous allez vous moquer de moi. Non, non. Eh bien, ce qui est dur, c'est de ne jamais recevoir de lettre, une enveloppe qu'on ouvre, quelqu'un qui pense à vous, un souvenir. Mais je me fais une raison, vous savez, j'ai une grande dose de philosophie. Vous êtes drôle quand vous dites ça. J'ai une grande dose de philosophie. Après l'avoir regardé, il ajoute encore une fois. Philosophie. Sonia, vous êtes vraiment impossible. Je vous avais pourtant bien recommandé d'emballer vous-même dans ma valise mon petit buvard en maroquin. Naturellement, j'ouvre au hasard un tiroir. Qu'est-ce que je vois? Mon petit buvard en maroquin. Je vous demande pardon, je vais... Ça n'est plus la peine. Je m'en charge, mais ma parole, vous seriez une invitée au château, vous n'en prendriez pas plus à votre aise. Vous êtes la négligence en personne. Germaine, voyons, pour une petite distraction. Ah, mon cher, je vous en prie. Vous avez la fâcheuse habitude de vous mêler des affaires de maison. L'autre jour encore, je ne peux plus faire une observation à un domestique. Germaine. Germaine désigne à Sonia un paquet d'enveloppes que Bernard Charolais a fait tomber de la table en s'en allant. Vous ramasserez les enveloppes et les bouquins, et vous porterez le tout dans ma chambre. Eh bien! Oui, mademoiselle. Elle se baisse. Je vous en prie, non, non, je vous en prie. Il ramasse les enveloppes, ils sont à genoux l'un près de l'autre. Vous savez, Germaine est bonne au fond. Il ne faut pas trop lui en vouloir si parfois elle est un peu brusque. Je n'ai pas remarqué. Ah, tant mieux, parce que j'avais cru. Non, non. Vous comprenez, elle a toujours été très heureuse. Alors n'est-ce pas, elle ne sait pas, elle ne réfléchit pas. C'est une petite poupée, un petit être très gâté par la vie. Je serais désolé si sa sortie de tout à l'heure devait vous faire de la peine. Ah, ne croyez pas ça. Non, non. Voilà, ce ne sera pas trop lourd? Non, non, merci. Le duc, retenant toujours les enveloppes, les yeux dans les yeux. Vous ne voulez pas que je vous aide? Non, monsieur le duc. Il lui saisit vivement la main et l'embrasse dans un geste irréfléchi. Elle défaille une seconde, puis s'éloigne. À la porte, elle se retourne et lui sourit. Scène 6. Le duc, Gournay-Martin arrivant par la terrasse avec Charolais père et ses fils. Non, c'est mon dernier
prix. C'est à prendre ou à laisser. Dites-moi adieu ou dites-moi oui. C'est bien cher. Cher, je voudrais vous en voir vendre des 100 chevaux à 19 000 francs en ce temps-ci. Mais mon cher monsieur, vous m'entolez. Mais non, mais non. Vous m'entolez, littéralement. Une machine superbe que j'ai payée 33 000 francs et que je laisse partir à 19 000. Mais vous faites une affaire scandaleuse. Mais non, mais non. D'ailleurs, quand vous aurez vu comme elle tient la route. 19 000 francs, c'est cher. Allons, allons, vous êtes un roublard. Jean, accompagnez ces messieurs au garage. Vous vous mettrez à leur entière disposition. Et vous savez, vous êtes un homme redoutable en affaires, vous êtes rudement fort. Les 4 charolais sortent. Je l'ai roulé comme dans un bois. Ça ne m'étonne pas de vous. L'auto date d'il y a 4 ans. Il me l'achète 19 000 francs et ça ne vaut plus une pipe de tabac. 19 000 francs, c'est le prix du petit bateau que je guigne depuis longtemps. Il n'y a pas de sottes économies. Eh bien, on ne me demande pas des nouvelles du déjeuner officiel, on ne me demande pas ce qu'a dit le ministre. Au fait, vous avez du nouveau? Pendant la scène, le jour commence à tomber. Firmin est entré et a allumé. Oui, votre décret sera signé demain. Vous pouvez vous considérer comme décoré. Eh bien, vous êtes un homme heureux, j'espère. Certainement. Moi, je suis ravi. Je tenais à ce que vous fussiez décoré, et après ça, après 1 ou 2 volumes de voyage, après que vous aurez publié les lettres de votre grand-père avec une bonne préface, il faudra songer à l'Académie. L'Académie, mais je n'y ai aucun titre. Comment aucun titre? Mais vous êtes duc. Oui, évidemment. Je veux donner ma fille à un travailleur, mon cher. Je n'ai pas de préjugés, moi. Je veux pour gendre un duc qui soit décoré, et de l'Académie française. Parce que ça, c'est le mérite personnel. Moi, je ne suis pas snob. Pourquoi riez-vous? Ah, pour rien, je vous écoute. Vous êtes plein de surprises. Je vous déroute, hein. Avouez que je vous déroute. Et c'est vrai, je comprends tout, je comprends les affaires et j'aime l'art. Les tableaux, les belles occasions, les bibelots, les belles tapisseries. C'est le meilleur déplacement. Enfin, quoi, j'aime ce qui est beau. Et sans me vanter, je m'y connais, hein. J'ai du goût, et j'ai quelque chose de supérieur encore au goût. J'ai du flair. Vos collections de Paris le prouvent. Et encore, vous n'avez pas vu ma plus belle pièce, ma meilleure affaire. Le diadème de la princesse de Lamballe. Il vaut 500 000 francs. Fichtre, je comprends que le sieur Lupin voulait envier. Ah, ne me parlez pas de cet animal-là, hein, le gredin. Germaine m'a montré sa lettre. Elle est drôle. Sa lettre. Ah, le misérable. J'ai failli en avoir une apoplexie. J'étais dans le salon où nous sommes à bavarder tranquillement, quand tout à coup, Firmin entre et m'apporte une lettre. Une lettre pour monsieur. Merci. Et m'apporte une lettre. Il met son lorgnon. Dont l'écriture... Il regarde l'enveloppe. Oh, nom de Dieu! Hein? Cette écriture... C'est la même écriture. Vous êtes fou, voyons. Gournay Martin décachette l'enveloppe et lit. Monsieur, ma collection de tableaux que j'ai eu le plaisir il y a 3 ans de commencer avec la vôtre ne compte en fait d'œuvres anciennes qu'un Velasquez, un Rembrandt et 3 petits Rubens. Vous en avez bien davantage. Comme il est pitoyable que de pareils chefs-d'œuvre soient entre vos mains. J'ai l'intention de me les approprier et je me livrerai demain dans votre hôtel de Paris à une respectueuse perquisition. C'est une blague, voyons. Post-scriptum. Bien entendu, comme depuis 3 ans vous détenez le diadème de la princesse de Lamballe, je me restituerai ce joyau par la même occasion. Oh, le misérable, le bandit. Il arrache son corps. Oh, j'étouffe. Oh. Firmin, Firmin. À Sonia qui entre. Vite un verre d'eau, des sels. Monsieur Gournay Martin se trouve mal. Ah, mon Dieu! Lupin, préfecture de police. Téléphonez. Papa, si vous voulez arriver à l'heure pour dîner chez nos voisins, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette lettre, une lettre de Lupin. Voilà un verre d'eau. Firmin, d'abord. Où est Firmin?
Est-ce qu'il faut encore un verre d'eau? Gournay-Martin se précipite sur lui. Cette lettre, d'où vient-elle? Qui l'a apportée? Elle était dans la boîte de la grille du parc. C'est ma femme qui l'a trouvée. Ah, comme il y a 3 ans. C'est le même coup qu'il y a 3 ans. Ah, mes enfants, quelle catastrophe! Voyons, ne vous affolez pas. Si cette lettre n'est pas une fumisterie... Une fumisterie? Est-ce que c'était une fumisterie, il y a 3 ans? Soit, mais alors, si ce vol dont on vous menace est réel, il est enfantin et nous pourrons le prévenir. Comment ça? Voyons, dimanche 3 septembre, cette lettre est donc écrite aujourd'hui. Oui, eh bien... Eh bien, lisez ceci. Je me livrerai demain matin dans votre hôtel de Paris à une respectueuse perquisition. Demain matin. C'est vrai? Demain matin? De 2 choses l'une. Ou bien c'est une fumisterie et il n'y a pas à s'en occuper, ou bien la menace est réelle et nous avons le temps. Oui, mais oui, c'est évident. Pour cette fois, le bluff du sieur Lupin et sa manie de prévenir les gens auront joué au bonhomme un tour pendable. Alors, téléphonons. Bravo! Mais non, c'est impossible. Comment? Il est 6 heures. Le téléphone avec Paris ne fonctionne plus. C'est dimanche. C'est vrai. Ah, c'est épouvantable. Mais pas du tout. Il n'y a qu'à télégraphier. Nous sommes sauvés! Mais non, impossible. Pourquoi? La dépêche ne partira pas. C'est dimanche. À partir de midi, le télégraphe est fermé. Ah, quel gouvernement! Voyons, il faut en sortir. Eh bien voilà, il y a une solution. Laquelle? Quelle heure est-il? 7 heures. 7h moins 10. 7h12. Oui, enfin, dans les 7 heures. Eh bien, je vais partir. Je prendrai l'auto. S'il n'y a pas d'accroc, je peux être à Paris vers 2 ou 3 heures du matin. Mais nous aussi, nous allons partir. Pourquoi attendre à demain? Nos bagages sont expédiés. Partons ce soir. J'ai vendu la 100 chevaux, mais il reste le landaulet. Et la limousine. Nous prendrons la limousine. Ah, où est Firmin? Monsieur? Jean, le mécanicien. Appelez-moi Jean. Nous arriverons avant les domestiques. Arriver dans une maison pas installée. Ah, j'aime mieux ça que d'arriver dans une maison cambriolée. Ah. Et les clés de la maison? Il faut pouvoir rentrer chez nous. Jean qui est entré. Monsieur m'a demandé. Tu les as enfermés dans le secrétaire. Oui, c'est vrai. Allez vous apprêter maintenant. Allez, vite. Jean, nous partons tout de suite pour Paris. Bien, monsieur. Dans la limousine ou le landaulet? Dans la limousine, dépêchez-vous. Ah, ma valise. Il sort à droite. Jean resté seul siffle. Apparaît Charolais père suivi du 3e fils. Scène 7. Eh bien. Eh bien quoi? Ils partent. Ils partent pour Paris. Naturellement. Chaque fois qu'on fait un coup, on a la manie d'avertir. C'était si simple de cambrioler l'hôtel à Paris sans envoyer de lettres. Ça les a tous affolés. Imbécile, qu'est-ce qu'on risque? Il fouille les meubles. C'est dimanche. Et les affoler, c'est ce qu'on a voulu. On a besoin de leur affolement pour demain, pour la suite et pour le diadème. Oh, ce diadème. Mettre la main dessus. Le diadème est à Paris. Je commence à le croire. Voilà 3 heures que nous fouillons le château. En tout cas, je ne m'en vais pas sans les clés. Elles sont là, dans le secrétaire. Animal! Et tu ne me le disais pas! Mais le secrétaire est fermé. Poussière! Bernard Charolais entre. C'est fait, papa. Ton frère? Il est au commun. Il attend Jean. Vas-y. Ah, comment est la route pour Paris? Bonne, mais avec le temps qu'il fait, il faudra prendre garde au dérapage. Charolais 3e fils prenant le pendentif sur le chiffonnier. Oh, papa, ce bijou. Ne touche pas à ça! Ne touche pas à ça! Pourtant, papa... Ne touche pas à ça! Qu'est-ce que fait le pente? Charolais 3e fils se dressant sur la pointe des pieds et regardant au-dessus des rideaux de la porte vitrée de droite. Il fait sa valise. Les autres doivent en faire autant. On a quelques minutes. Pourtant, il nous faut ces clés. On pourrait peut-être s'en passer. Nous verrons ça quand nous les aurons. Ah, ça y est. T'as les clés de rechange? Voilà. Oui, ça ressemble. Filons maintenant. Attention, le pente. Précipitamment, il se colle contre le mur à côté de la porte de droite. Gournay-Martin entre avec sa valise. Dès qu'il est entré, Charolais 3e fils sort de derrière la porte, entre dans la chambre et ferme la porte. Gournay-Martin, ahuri, se retourne. Au même instant, Charolais père se glisse en dehors, suivi de son 3e fils, qui ramène violemment sur lui le battant de l'abbé.
effarement de Gournay-Martin. Scène 8. Le duc entre avec sa valise, puis Germaine. Eh bien, nous partons. Germaine n'est pas encore descendue. Allons bon, qu'est-ce que vous avez encore? Je ne sais pas. Il m'a semblé entendre... Non, il n'y a personne. Je vis dans un cauchemar. Mes clés! Firmin accourt, bouleversé. Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Jean, le mécanicien, il avait un bâillon sur la bouche. Il était ligoté. Qu'est-ce que vous dites? Enlevez! Volez! Les autos! Quoi? Parle! Qui les a volés? Les 4 messieurs! Les charolais! Il n'y a que la 100 chevaux qu'ils n'ont pas prise. Heureusement. Ah, c'est trop! Ah, cette fois, c'est trop! Mais comment? N'avez-vous pas crié? Appelé quelqu'un? Appelez, mais est-ce que j'ai eu le temps? Et puis quand même, tous les domestiques sont partis. Épouvantable! Allons, ce n'est pas le moment de manquer d'énergie. Puisqu'il reste la 100 chevaux, je vais la prendre. Nous allons tous la prendre. Voyons, tu es folle, il n'y a que 2 baquets. Et puis regarde ça, regarde ce qu'il va tomber. Oui, tu as raison. Mais le train, il doit y avoir un train. Un train? Mais nous sommes à 12 heures de Paris, à quelle heure arriverons-nous? Et l'important est de filer d'ici. Ah ça, évidemment. Qu'ai-je fait de l'indicateur? Ah oui, il est là. Paris... Eh bien, il y a un train? Attendez, quelle heure est-il? 7h10. 7h moins 24. 7 heures. Oui, enfin, toujours dans les 7 heures. Eh bien, vous avez le temps, vous avez un train à 8h30. Il y a un wagon-restaurant. Oui, il y en a un, parfaitement. Et vous arrivez à 5h du matin. On va être frais. Tant pis. Tu veux partir? Eh bien, il faut partir. Vous êtes en état de mettre la 100 chevaux en marche? Jean est resté à l'écart. Il écoute avec attention. Ah, pour ce qui est de l'état, monsieur, ça va bien, mais pour ce qui est de l'auto... Comment? Monsieur sait bien, les pneus d'arrière sont crevés. Il faut bien une demi-heure. Isolé. C'est l'isolement. Plus moyen d'arriver à la gare. Si monsieur et ces demoiselles veulent bien se contenter, on peut faire atteler. Ah. Il y a la charrette. Tant pis. À aucun prix il ne faut passer la nuit ici. Vous savez atteler, vous? Dame, une charrette? Seulement je ne sais pas conduire. Je conduirai moi-même. Oh, papa? Eh bien, ça va être du propre. Voyons, partez. C'est la meilleure solution. Il les pousse dehors. Il revient. Oh, mais non. Quoi? Et le château? Qui gardera le château? Il faut au moins barricader, fermer les volets. J'ai bien confiance en Firmin, mais qui me dit qu'une fois que je serai parti, il s'en occupera plutôt que d'aller boire la goutte? Ne vous inquiétez pas, je resterai. Et comment reviendrez-vous? J'ai besoin de vous à Paris. Hein. Eh bien, et la 100 chevaux? Les pneus sont crevés. Oh, l'acharnement du sort. Ne vous affolez pas comme ça. Pendant qu'on vous conduira à la gare, Jean changera les pneus. Ah, Firmin. Justement, voilà, nous partons. Vous allez garder le château avec Jean. Bien, monsieur. Je m'attends à tout, Firmin. À un cambriolage, à n'importe quoi. Souvenez-vous que vous étiez garde-chasse. Que monsieur n'ait pas peur. J'ai vu la guerre de 1870. Seulement, où c'est que monsieur et ces dames s'en vont comme ça sur la charrette? À la gare, naturellement. À la gare? Mon Dieu, 7h30. Nous n'avons plus qu'une demi-heure. Eh bien, tu es prête? Où est Sonia? Elle descend. Jacques, je ne peux pas fermer ma valise. Voilà. Eh bien, il est matériellement impossible de la fermer. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Eh bien, j'en ai mis trop. Portez-la comme ça dans la voiture. Quelle affaire, mon Dieu! La charrette de monsieur est attelée. Ah, je suis prête. Mais je ne sais pas comment j'ai mis mon chapeau. Elle va vers le chiffonnier et se regarde dans la glace qui le surmonte. Seulement, monsieur, il n'y a pas de cocher. Alors, je conduirai moi-même. Il n'y a pas de lanterne non plus. Pourvu qu'il y ait un train. Au revoir, mon bon Jacques. Arrivez à l'aube et tout de suite réveillez Guerchard. La préfecture, je me fie à vous.
Au revoir, Jacques. Si vous pouvez emporter dans la sans chevaux mes 3 cartons à chapeau. Il s'agit bien de chapeau. Veux-tu venir? Nous n'arriverons jamais. Oh, nous avons 25 minutes. Oui, mais c'est moi qui conduis. Mon écrin! J'ai oublié mon écrin! Il n'y a plus le temps. Jacques, sur les chiffonniers, je crois. Mon écrin. Cherchez-le! Oui, oui, dépêchons. La scène reste vide un instant. Scène 9. Le duc puis Firmin. Quel temps de chien! Et il y a encore de fameux éclairs. Voyons, l'écrin. Elle m'a dit sur le chiffonnier. Hein? Comment? Il est vide. Il revient vers la porte. Germaine! Ah, il est trop tard. Ça, par exemple, vide. Ah, que je suis bête. C'est Sonia ou la femme de chambre qui aura emporté les bijoux pour Germaine. Firmin entre. Il a un fusil en bandoulière, un ceinturon de garde-chasse, une gourde et un panier de provisions avec une bouteille qui surgit. Voilà mon fusil, mon picotin et ma gourde de rhum. Avec ça, le malandrin peut venir. Bravo, Firmin. Le premier qui arrive, je lui tire dessus. Ah, mais... En attendant, fermez les volets, je vais vous aider. Drôle d'idée tout de même qu'a eu le patron. Pourquoi qu'il est allé à la gare? Probablement pour prendre le train. Pas pour Paris. Toujours, il n'y en a point. Tirez donc plus fort. Il y a un train à 8h12. Non, point. Nous sommes le 3 septembre. C'est fini à partir de septembre. Vous radotez, j'ai consulté l'indicateur. Et il y a ça dans l'indicateur? Jean entre. Les pneus sont posés, monsieur le duc. Seulement, il ne fait pas un temps de chrétien. Oh, j'en ai vu bien d'autres. Il met son manteau d'automobile et départ Jean. Vous resterez ici, vous vous installerez dans l'aile gauche du château. Oui, monsieur Gournay-Martin m'a expliqué. Il y a donc du danger pour cette nuit? Oh, je ne crois pas. Monsieur Gournay-Martin était un peu affolé, mais enfin, à tout hasard, il vaut mieux être armé. J'ai là mon revolver, monsieur le duc. Parfait. Vous pouvez allumer les phares, j'arrive tout de suite. Voyons, j'ai tout... Eh bien, Firmin, je vous laisse. Vous avez votre gourde, votre fusil et votre picotin. Vous êtes un vieux militaire. Vous n'avez pas peur, hein? Non, pas encore. Firmin, vous êtes épatant. Allons, bon courage, hein? Bon courage. Scène 10. Firmin seul. 8h12. Qu'est-ce que ça prouve? Moi je sais bien qu'à partir de septembre, il y a trop de lumière. Ça se glisse à travers les volets. Ça peut attirer le malandrin. Il baisse l'électricité. C'est égal, ça n'est pas prudent de laisser comme ça un homme tout seul dans un château. Il n'aurait qu'à venir et me bâillonner comme Jean tout à l'heure. Il y a du danger. J'aurais dû demander à ma femme de me tenir compagnie. Enfin, j'ai mon picotin et j'ai le talon dans l'estomac. Mais quel orage! C'est-il permis de tonner comme ça? C'est à peine si, avec le bruit du ciel, on entendrait venir le malandrin. Nom de nom! Le voilà! Le malandrin! On marche! Là! On a frappé. Oh! Que j'ai peur! Je n'ai pas eu peur comme ça depuis la guerre de 70. Nom de nom! Ils n'auront pas ma peau! Les malandrins, ils vont crocheter les volets! Qui va là? Ouvrez! Allez-vous-en, ou je tire! Firmin! Voulez-vous ouvrir? Comment qu'ils connaissent mon nom? Voulez-vous ouvrir, nom de nom? Il tombe des seaux d'eau! Ouvrez donc! Comment? Mais c'est la voix du patron! Scène 11. Gournay-Martin, Germaine, Sonia entrent. Irma tient un parapluie retourné. Tous sont mouillés dans un état lamentable. L'indicateur! Où est l'indicateur? Ah, je vais porter plainte. Hein. Oh, quelle soirée! Pas de train avant minuit. Il va falloir passer 4 heures ici. Enfin, il y a à manger. Elle s'assoit. 8h12, tenez, 8h12, ça y est bien, vous êtes témoin. Et c'est là, dans l'indicateur officiel.
Ah, je vais porter plainte. Oh, quelle horreur! On a bu dans ce verre-là. Dame, c'est mon picotin. Nom de nom. Hein? Cet indicateur, savez-vous de quand il date? Moi je le sais, monsieur. Comment vous le savez? Bien sûr, c'est mon indicateur. Il date de l'exposition.